Bonjour, docteur Gilbert Boujaoudé. Bonjour Flore. Tu es médecin sexologue, directeur scientifique de la plateforme Charles.co. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet glissant, le spermatozoïde, le sperme, les spermatozoïdes. Est-ce que l'on sait vraiment tout sur le sperme? On parle d'une énorme baisse de fertilité. On considère qu'en 40 ans, la concentration spermatique aurait chuté de moitié dans les pays occidentaux. C'est quelque chose qui est assez remarqué et même inquiétant. Alors, au début, honnêtement, moi, au début, quand j'ai commencé à voir ces études qui comparent les spermogrammes faits de nos jours avec les spermogrammes faits il y a 30-40 ans, je me suis dit, bon, c'est un problème de technique, on n'a pas les mêmes laboratoires qu'il y a 30-40 ans, peut-être qu'on voit plus les choses. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que non, c'est vrai. Et quand on pousse la réflexion plus loin, on se dit, mais oui, c'est logique. On a, je ne sais pas si tu as vu aussi les études récentes qui ont retrouvé des nanoparticules de plastique dans les testicules, des nanoparticules dans le pénis, dans le cerveau, dans les fœtus, dans le cœur. S'il y a du plastique dans les testicules, c'est que ça doit jouer à un moment ou à un autre sur la fabrication. Est-ce que c'est l'endocrinien? Est-ce que c'est le cortisol parce qu'on est dans des environnements stressants? L'anxiogène, oui, c'est sûr. La vie des jeunes de nos jours est plus anxiogène que moi, quand moi j'avais par exemple 25 ans. Lié à plein de choses, par exemple les réseaux sociaux jouent un rôle. On a toujours l'impression que les autres c'est mieux que nous. On a l'impression qu'on pourrait avoir mieux, un meilleur travail, meilleur partenaire, meilleure famille, meilleures vacances, etc. Et puis il y a beaucoup d'incertitudes. Dans le passé, on avait un boulot, on savait qu'on allait travailler pendant 10-15 ans, peut-être changer plus tard ou à vie. Là maintenant, ça peut changer tous les 3-6 mois. Donc il y a ça, il y a l'obésité qui joue un rôle. On sait que l'obésité joue sur la fertilité, or il y a plus d'obésité qu'avant. Le sucre, donc obésité, et la quantité de sucre qu'on nous a mis ça partout dans notre alimentation pendant longtemps. Il y a aussi un autre phénomène qu'on oublie, c'est qu'il y a plus de radiation de nos jours que dans le passé, des rayons X, qu'il n'y avait pas autant dans le passé, et plein de phénomènes de ce genre, où on se demande en fait à quel point il n'y a pas un impact. Et quand on rapproche ça des autres constatations, il y a plus de puberté précoce qu'avant, filles et garçons. Il y a plus de ménopause précoce qu'avant, d'andropause précoce qu'avant, plus de cancer de testicules. Donc, ce n'est pas un point de vue de l'esprit de dire qu'il y a quelque chose qui est altéré. Alors, il y a certaines personnes qui disent « Ah, c'est l'évolution peut-être de l'humanité, qu'on n'a plus trop besoin comme avant ». Moi, je pense quand même qu'on est dans une période où il y a... Est-ce qu'il y a quand même des techniques pour préserver son capital fertilité que tu peux conseiller? Il y a des conseils simples pour quelqu'un, un homme qui veut garder... que ce soit pour l'avenir ou là, actuellement, il est dans un projet de reproduction à court, moyen terme. Premièrement, éviter l'alimentation qu'on appelle ultra-transformée et sucrée. On a démontré que quelqu'un, par exemple, qui va manger un plat qui a été fait de façon ultra-transformée avec des additifs chimiques. Le même plat fait maison, il y en a un qui va être mauvais pour la santé, l'autre non. Même quantité de protéines, même quantité de glucides, de graisses, etc. Donc, cuisiner à la maison. Donc, cuisiner le plus possible à la maison. Deuxième conseil, augmenter les apports en oméga 3. On sait que ça, c'est très utile. Donc le saumon, avocat, saumon. Les gens qui me suivent savent que je suis sardine man. Je trouve que c'est un aliment qui est très sous-estimé. Ça coûte pas cher du tout. C'est hyper riche en protéines et très riche en oméga 3. Les amandes, les noix, etc. On sait que c'est utile pour la fabrication de spermatozoïdes. Le zinc, les huîtres. Les huîtres, qu'on va rajouter, les crevettes, etc. Donc ça, on rajoute. Et il y a aussi 3-4 autres choses dont on parle peu et qui ont un impact majeur. Allez faire régulièrement des balades loin des produits toxiques. Par exemple, dans une forêt, mais pas à côté d'un champ où il y a des pesticides. Loin de la ville, le bord d'une mer. C'est-à-dire aller respirer un air qui n'est pas chargé ni en pesticides, ni en polluants de ville. L'autre truc, c'est s'exposer à la luminosité du soleil, première partie de la journée, parce que la vitamine D joue un rôle. Et le dernier, c'est d'éviter de poser l'ordinateur et le téléphone portable quand ils sont chauds sur les cuisses, quand on travaille comme ça, parce que ça va chauffer. Ça chauffe. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des bains chauds aussi? Est-ce que c'est la même chose? Le bain, ça va, parce qu'on ne reste pas non plus des heures et des heures, il faut vraiment plusieurs heures. Mais l'ordinateur, on peut passer parfois 2-3 heures comme ça. Si vous venez de parler au téléphone ou de beaucoup de l'utiliser, qu'il est chaud, vous le mettez dans la poche arrière, pas dans la poche devant. D'accord. Poche arrière pour les téléphones, on retient. Ou la poche de la veste pour ne pas se faire voler, mais pas la poche qui va à côté du testicule. Bon, très bien. Merci pour ces conseils.
On parlait de l'impact de l'orgasme sur notre sérénité, et puis il y a aussi l'impact de l'éjaculation sur les prochaines éjaculations. Par exemple, je m'explique, quand on a un premier date amoureux, j'ai des chiffres, il y a 31% des hommes qui se masturbent avant et qui éjaculent avant un rendez-vous amoureux. Ça s'appelle le pré-biting, se masturber avant, ou la safety wank, la petite branlette de sécurité, pour éviter d'être peut-être éjaculateur précoce pendant le rendez-vous, ou pour mieux gérer, ou peut-être plus à l'aise. Il y a la fameuse expression du film, les anciens comme moi, Marie à tout prix. Oui. On part pas à la chasse, le fusil rempli. Voilà, donc 31% des hommes qui le font en tout, et 50% chez les jeunes de moins de 25 ans, c'est ça. Est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est une méthode qui peut être utile ponctuellement, mais au long terme, non. On sait que quand on a joui une première fois, quand on a éjaculé une première fois, et qu'on a une deuxième érection dans l'heure, les 2 heures, 3 heures, 4 heures qui suivent, on sait que la deuxième fois, l'excitation est moins intense, moins forte. Comme si un peu l'intensité de l'excitation, une partie est partie avec la première éjaculation. Donc effectivement, ça aide à retarder. Mais il y a un problème, c'est qu'il suffit que ce soit un jour où on est fatigué, on a bu un verre d'alcool de plus, avec l'âge, avec les contrariétés, le stress, c'est pas sûr qu'on va avoir cette deuxième éjaculation. Donc, on va dire solution un peu de sauvetage, en disant, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'amour, je sais quand c'est comme ça, je jouis trop vite, j'ai un date, j'ai pas envie de rater le moment. Si je l'utilise dans ces conditions, il n'y a pas de problème. Par contre, l'utiliser comme traitement pour retarder l'éjaculation, ça ne marche pas terrible au long terme. Il y a toujours un moment ou un autre où on se rend compte que c'est pas bon. En tout cas, ça fait sens que les plus jeunes le fassent. Exact. Parce que ça a un lien aussi avec l'âge. Parce qu'il faut avoir une deuxième érection. Tout à l'heure, tu as parlé de la phase réfractaire. On sait que la phase réfractaire, c'est on a joui et ensuite on a une phase pendant laquelle toutes les stimulations du monde ne donneront rien. Il peut avoir le fantasme de sa vie devant lui, il ne se passera rien. C'est normal, c'est la phase prévue. D'ailleurs, elle est prévue pour nous protéger, pas pour nous embêter. Nous protéger de quoi? Le cœur, pendant la phase orgasmique, quand même, il a une montée de fréquence cardiaque. Le pH dans le corps, il change. Notre respiration s'accélère, notre tension artérielle s'accélère. Et donc, le cœur, il dit, bon, faut pas que je recommence ça juste après. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec l'âge, ça s'allonge, parce que quand on est jeune, notre organisme est capable de supporter des montées rapides de fréquence cardiaque, de tension, etc. Donc, cette phase réfractaire, quand on est fatigué, elle va être longue. Donc, si on l'a fait avant d'aller au date et qu'on était crevé ce jour-là, c'est mort, quoi. Tout est parti dans la première. Donc, je conseille plutôt de régler, si on a une éjaculation rapide, de régler le problème d'éjaculation rapide par d'autres techniques. Et si on est du genre à savoir qu'on est trop excité quand c'est la première rencontre, là aussi, apprendre des techniques spécifiques. Il y en a plein qu'on a développées. On a très envie d'écouter. Au moins une technique, ce serait quoi, par exemple pour... Alors, il y a 2-3 techniques déjà. La première, c'est d'apprendre à pousser le périnée vers le bas. D'accord. Là, par exemple, tout le monde qui nous filme et tout, vous pouvez le faire avec moi. Donc, vous allez vous concentrer. Je peux le faire aussi? Non, si c'est avec un périnée? Non. C'est pour le périnée, oui. Toi, tu sais déjà ce que c'est le périnée. Oui, voilà, mais je peux concentrer. Oui, comme ça, tu n'es pas tout seul. Alors, tu vois, tu as fait ce mouvement-là, c'est contracté. Le périnée, oui. Alors, beaucoup de personnes qui, pour apprendre à retarder l'éjaculation, travaillent le renforcement du périnée. Ça, c'est très utile pour l'érection et pour le contrôle de l'urine avec l'âge. Pour l'éjaculation, on a besoin plutôt de savoir le bouger. Par exemple, contracter très fort, comme si on veut se retenir de faire pipi. Ça, on arrive tous très vite. Maintenant, si je vous dis pousser vers le bas, très délicatement, très doucement, comme si vous faites un petit mouvement juste pour que ce périnée descend vers le bas. Là, on sent, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, tout le studio, là, s'est calmé. Ça les détend, c'est très bien. Et en fait, on vient de faire 2 choses. Un mouvement de contraction forte, puissante, et ensuite un mouvement de pression vers le bas, très doux, très délicat. Or, on a besoin d'apprendre à gérer le périnée de différentes façons pour retarder l'éjaculation. Rien qu'avec ce mouvement qu'on vient de faire, on sait qu'on va retarder l'éjaculation. Et si on est du genre à être plutôt mentalement speed, on va apprendre des techniques mentales. Par exemple, je sens que là, je suis en train de m'emballer, ça y est, c'est en train de monter l'excitation dans ma tête. Je prends 1 minute de recul, je continue à faire ce que je suis en train de faire, mais je vais juste un peu comme sortir de mon corps et observer. Bon, en fait, je suis content d'être là, tout se passe bien, il n'y a pas de danger. Allez, au pire, j'éjacule vite, c'est pas un drame non plus. Voilà. Et ça permet de faire rebaisser la pression. Quand on a la tête dans le guidon, des fois, on ne se rend pas compte que ça va, il n'y a pas de danger, quoi. Donc c'est la dissociation mentale, un peu, ça ressemble à ça? Un peu, ça peut être de l'automéditation, des choses. Donc, on combine des techniques physiques et mentales.
C'est quand même beaucoup plus efficace que la branlette de sécurité. Très bien. Est-ce qu'on peut, toujours dans cette logique d'un rendez-vous galant, manger certains aliments pour modifier le goût et l'odeur du sperme? Oui, l'asperge, par exemple, ou l'ananas, souvent cité. D'ailleurs, je vais donner un secret. Quand je suis arrivé dans les locaux, qu'est-ce que je t'ai demandé? Ah oui, tu m'as demandé, c'était des myrtilles. Je t'ai demandé s'il y avait des fraises et des myrtilles. Tu m'as dit non, il n'y a qu'une madeleine. Tu ne pouvais pas modifier ton goût et ton odeur. En fait, oui, on peut. C'est comme pour les urines. Ce qu'on mange va finir par être excrété. Et on sait qu'il y a certains aliments qui vont impacter l'odeur, que ce soit de la sueur, de l'urine, des sécrétions vaginales, du liquide séminal, etc. De la laine, du liquide gastrique, de nos selles. Et donc, on sait qu'au niveau du sperme, il y a certains aliments qui vont donner un goût plus âpre, plus difficile quand même à supporter, comme les asperges, le thon, les produits qui contiennent beaucoup de soufre, la viande, ail, oignon, tout ça, on va sentir que l'odeur est différente. Si vous voulez plutôt adoucir, vous retenez quelque chose de sucré acidulé, pas chimique, bonbon. Hein. C'est pour ça que je parlais de fraises et de myrtilles. Kiwi, orange. Alors, l'ananas est très connu, je ne sais pas pourquoi. Mais l'asperge, tout le monde, pourquoi? L'asperge, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on mange de l'asperge et qu'on va uriner dans les heures après, il y a une odeur désagréable. Et en fait, c'est la même odeur qui va se retrouver dans le sperme. Il y a du soufre qui est présent dedans. Donc, des fruits acidulés et sucrés. Et là, on est tranquille. Par contre, quand vous ne faites pas l'amour, remangez quand même des légumes et des œufs. Non, passez pas votre vie à manger que du sucre pour le sperme. Après, pour la digestion, voilà, une digestion correcte. Toujours dans cette logique de spermatozoïde qui va être envoyé dans un corps, est-ce qu'on peut être allergique au sperme? Oui, c'est très rare. Et il y a deux types d'allergies. Il y en a une à laquelle tout le monde a pensé quand tu as dit est-ce qu'on peut être allergique au sperme, c'est qu'une personne soit allergique au sperme d'une autre personne. Ben oui. Et donc, par exemple, on évoque cette hypothèse quand une femme dit « j'ai des douleurs après les rapports sexuels, après l'éjaculation ». Dans la majorité des cas, ce n'est pas tellement une allergie, c'est plutôt une réaction d'inflammation. Et souvent, on retrouve la muqueuse vaginale qui n'était pas optimale. Donc, ça existe, mais c'est plutôt rare. Mais il y a aussi l'allergie à son propre sperme. Alors ça, comment ça se manifeste? C'est le fameux syndrome post-orgasmique dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, on cherche, c'est un mystère, on cherche pourquoi. Et figure-toi qu'il y a des tests qui ont montré que les hommes qui ont le syndrome post-orgasmique, qui sont mal après l'orgasme, si on leur injecte leur sperme sous la peau, mais ils ont une réaction allergique. C'est comme ça qu'on teste les allergies. C'est pour savoir si tu es allergique à des poils, des trucs. On fait des tests et on voit. Eux, ils réagissent mal à leur propre sperme. On se dit, mais comment c'est possible? C'est présent dans leur corps. Et d'ailleurs, les hommes qui ont un syndrome post-orgasmique, quand ils jouissent, ils éternuent. Ils ont le nez bouché, ils ont la tête lourde, la gorge qui gratte, les yeux qui grattent, et on leur donne des antihistaminiques pour essayer d'améliorer ça. Alors, il n'y a pas que ça. Et ça roule aussi sur l'humeur, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une réaction allergique. On ne sait pas si c'est à cause de la réaction allergique. On sait que quelqu'un qui fait une crise allergique, il peut être fatigué, mal, il est irritable, il n'est pas bien. Mais on se demande s'il n'y a pas autre chose aussi. En tout cas, ça existe, c'est en cours de recherche des allergies à son propre sperme. Ouais. D'accord, donc ça c'est rare, mais pour peut-être les personnes qui sont allergiques au sperme de l'autre. De l'autre personne, Est-ce qu'il y a des petites astuces la première astuce, alors surtout c'est plus fréquent pour les femmes, c'est rare qu'un homme dise « je suis allergique au sperme de mon mec ». Pour les femmes, la première chose que je conseille, c'est de rééquilibrer le microbiote pour l'aider à défendre, d'utiliser un lubrifiant qui a un effet apaisant, comme les huiles naturelles, jojoba par exemple ou autres, d'éviter les lubrifiants chimiques qui vont augmenter la réaction, les lubrifiants goût pina colada et chocolat. Voilà. C'est du chimie, il n'y a pas de pina colada vrai dedans. Dommage. J'en ai bu une fois un tube. Rien. Merci d'avoir fait le test, Gilbert. C'était bien lubrifié, mais pas bourré. Et l'autre conseil, c'est faire le test, d'avoir des rapports avec des éjaculations autres que dans le vagin ou sur la vulve. Ailleurs, par exemple, ça peut être sur le ventre ou sur les jambes, pour voir est-ce que vraiment il y a une réaction. Parce qu'en fait, c'est la muqueuse qui va réagir de façon allergique, mais pas forcément la peau. Et bien, faire le test, si c'est vraiment sur la peau aussi, c'est qu'il faut prendre quand même un traitement anti-allergique. Ça peut arriver que l'allergie soit vraiment sévère, donc il faut faire un test. Par contre, si c'est des démangeaisons, sensations désagréables, cherchez quand même à rééquilibrer la flore microbienne, prendre des probiotiques, etc., avant d'évoquer l'idée de l'allergie. D'accord. Et c'est vrai que la flore vaginale peut être assez fragile. Oui, et donc c'est bien d'en prendre soin. Et pour en prendre soin, la meilleure façon, c'est surtout de la laisser se régénérer le plus possible seule
il y a un système auto-nettoyant. Et plus on nettoie volontairement, physiquement, et on frotte, et pire c'est. Le mieux, c'est de laisser un peu naturellement se faire, utiliser des produits le plus proche possible de l'équilibre naturel, et de ne pas acheter de soi-même des produits sans comprendre ce qu'on est en train de faire, parce qu'on fait pire que mieux en général en faisant ça. On demande à quelqu'un qui s'y connaît. Donc laisser la chatte au repos et se régénérer elle-même. J'ai donc une dernière question pour toi, que tu m'as teasée, mais je ne connais pas la réponse. Tu nous en as un petit peu parlé. Les spermatozoïdes auraient donc un autre rôle que celui de la reproduction. C'est une découverte très, très, très récente. J'ai lu l'article plusieurs fois pour m'assurer que j'ai bien compris. Parce que je me disais, c'est une révolution. Pour nous, en médecine, les spermatozoïdes ont un seul rôle, c'est la fertilité, la reproduction. Et là, il y a une étude suite au Covid. En fait, pendant le Covid, je ne sais pas si tu te souviens, on a regardé pour voir où se trouve le virus. Et on s'est rendu compte qu'il pouvait être présent dans le sperme. C'est comme ça qu'au début, on s'est dit, oula, ça va devenir une sexuellement transmissible, etc. Non, en fait, il n'est pas transmissible dans le sperme, mais il est présent. Et des chercheurs brésiliens ont continué à travailler sur ça en essayant de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi il va dans le sperme et qu'est-ce qui se passe. Et ils se sont rendus compte que les spermatozoïdes, quand il y avait la présence du virus Covid, avaient un rôle qui venait aider les cellules pour tuer le virus, un peu comme un rôle immunitaire. C'est un rôle immunitaire pour la femme? Non, pour leur propre survie. C'est comme si on vient de découvrir que le spermatozoïde avait aussi non seulement la capacité de survie, mais la capacité de se défendre contre une infection. On ne l'a qu'avec le Covid pour le moment, et il y a beaucoup de recherches dessus. On pourrait peut-être être surpris, avoir une révolution en disant mais ils servent à autre chose ces cellules-là, ils ne servent pas qu'à se battre, à aller féconder un ovocyte, quoi. Ils auraient peut-être un rôle dans l'immunité. Dans l'immunité, dans notre corps, oui. À la fois pour l'homme, mais aussi peut-être, s'il éjacule dans le corps de la femme, aussi peut-être... on peut se poser la question, si il n'y a jamais eu d'étude où on a pris de l'éjaculat qui a été dans le corps féminin, puis on a ressorti le tout et observé ce qui se passe sur le plan de l'immunité. Peut-être que ça se fera. Ça stimule le corps féminin sur l'immunité. Ça peut paraître logique de se dire, mais si c'est pour préparer une reproduction, c'est pour préparer un futur fœtus, c'est logique d'augmenter l'immunité pour que ça tienne, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en cours d'étude en ce moment. Et pas que dans la reproduction. Merci beaucoup Gilbert. Merci à toi Flore.